La représentation qu'on se fait de la Seine, de la Marne et de la qualité de leurs eaux ne correspond pas forcément à la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai, on a souvent l'impression que la Seine et la Marne sont aujourd'hui beaucoup plus sales qu'elles n'étaient quand on s'y baignait, par exemple, hein, au moment des congés payés en 1936. La réalité est sans doute très différente. On a déjà beaucoup regagné en qualité de l'eau. On pense souvent aussi que la Marne est plus propre que la Seine, parce que la Seine, on l'associe à l'industrie. La Marne, on l'associe encore à une dimension de loisir. Donc ces idées-là s'avèrent être fausses. Jusqu'à il y a vraiment pas longtemps, hein, jusqu'à ces dernières 5-10 ans, le citoyen ordinaire était complètement coupé de l'usage de la Seine et il en avait une vision très limitée en passant en voiture sur la voie sur berge. Donc la Seine avait été confisquée, on peut dire, par plusieurs acteurs économiques qui étaient les voies navigables, parce que c'est une artère très importante, par la ville et la voiture, et par certaines industries qui sont en bordure de Seine, etc. Et donc le citoyen ordinaire ou le passant n'avait plus de contact intime, personnel avec le milieu naturel. Et donc la Seine était oubliée, mal connue et mal aimée. Paris a toujours été lié à la Seine, hein. Avant même qu'on puisse parler d'histoire, avant qu'on ait des sources écrites, on sait déjà qu'il y avait des populations sur la Seine qui vivaient en rapport étroit avec le fleuve. Ça, c'est un fait qui est constant dans l'histoire de Paris, le lien avec la rivière. Ce lien a pu changer, mais il est permanent. Si on prend le Moyen-Âge, on peut dire que tout au long du Moyen-Âge, la Seine fait partie du quotidien des Parisiens. La Seine est très présente, il faut la franchir. Alors il y a des ponts à Paris, mais il y en a beaucoup moins que de nos jours. Donc il y a des bateliers qui permettent de traverser, des passeurs qui permettent de traverser la Seine. Il y avait un métier des pêcheurs. La pêche n'était pas un plaisir, ce n'était pas une activité de loisir. Non, c'était un métier. Il y avait une industrie, des industries sur la Seine. On peut dire le mot industrie peut-être un peu fort, mais des industries. Les plus connues étaient les suivantes. C'était les bateaux lavoirs qui s'occupaient de traiter le linge. Il faut penser que avant le XXe siècle, dans les appartements, dans les immeubles, les gens n'avaient pas de moyens de faire, d'ailleurs ni la cuisine, ni beaucoup de cuisine, ni bien sûr aucun lavage, puisqu'il n'y avait pas d'eau courante. Alors, pour laver le linge, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'amenait au bord de Seine, dans des institutions spécialisées qu'on appelait bateaux lavoirs, qui étaient toujours accessibles, donc qui étaient en bas d'un pont. Il y avait sur ces bateaux un système de bouilloire qui faisait chauffer l'eau pour faire, et les femmes, soit des professionnels qui étaient là à temps plein, soit des ménagères qui venaient prendre place pour laver leur propre linge et faisaient le lavage et profitaient d'avoir leur chaudière d'eau pour faire l'eau chaude, pour proposer des bains chauds. Alors, ils avaient bains froids, c'était l'eau de Seine pure, puis bains chauds. Voilà des types d'industries qui étaient très, très fréquentes. La Seine, elle est là aussi pour fournir l'eau dont on a besoin. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller chercher l'eau dans la Seine, hein. À l'époque, c'est quelque chose de fréquent, d'habituel, de nécessaire, d'indispensable.
hein. Et les Parisiens boivent l'eau de la Seine. Ils boivent l'eau de la Seine. Au Moyen-Âge, on va la chercher directement dans la Seine. Les porteurs d'eau vont prendre de l'eau dans la Seine. C'est une source d'alimentation, en quelque sorte, pour tous les Parisiens, qu'ils soient hommes ou bêtes. Ici, c'est un endroit mythique en ce qui concerne les eaux de Seine et puis les eaux usées. C'est la maison Fournaise. C'est à cet endroit que, au fond, que le mythe de la Seine propre, est né dès les années 1865. Cet endroit, il est né une guinguette qui attirait les artistes et puis qui attirait les gens aisés qui aimaient les baignades et les arts de l'eau. Le tableau de Renoir, d'Auguste Renoir, Le Déjeuner des canotiers, a été peint ici. Alors pourquoi les impressionnistes sont venus particulièrement dans cette région de la Seine? Ils auraient pu aller en amont de Paris, qui était certainement plus propre, ils auraient dû d'ailleurs. Non, ils n'ont pas fait, ils sont venus ici. Et voilà les raisons pour lesquelles ils sont venus ici, un petit peu dû au hasard. C'est que il y avait un club de voile très estimé, très riche, très prestigieux à Gennevilliers. Et il se trouve que le maire de Gennevilliers était un des parents d'un peintre qui était célèbre de l'époque, qui s'appelait Manet. Et Manet était le chef de file, en somme, de cette école qu'on appelle impressionniste. C'était un garçon qui était aisé, qui avait des moyens financiers, et qui avait beaucoup d'entre-gens. Et justement, le chemin de fer qui venait d'être créé de Paris-Saint-Lazare jusqu'à Saint-Germain offrait une possibilité tout à fait commode. Il y avait une station de train à Rueil, c'est-à-dire au bord de Seine, là, en face de l'endroit où nous sommes. Et les gens donc prenaient l'habitude de prendre ce train et d'aller au bord de Seine se reposer en fin de semaine. Naturellement, des guinguettes se sont créées à cet endroit-là pour profiter de cette clientèle et de la proximité du transport. Les plus connus sont le restaurant Fournaise et puis un autre endroit qui s'appelait la Grenouillère. Alors ça faisait dans cette région un endroit très concentré de festivités. Nous sommes dans les années 1850-60, pendant le Second Empire, mais cette réputation de festivité va se continuer, se prolongera, puis ça disparaîtra. Et ça disparaîtra à cause notamment de la pollution de la Seine. Paris grandit, Paris a besoin d'eau sans que les Parisiens aient des kilomètres à faire pour aller la chercher. Donc, il est venu à l'esprit d'aller pomper l'eau dans la Seine. C'est quelque chose qui se faisait dans d'autres villes déjà. Paris n'est pas en pointe dans ce domaine-là, mais c'est au tout début du XVIIe siècle que la première pompe parisienne a été actionnée. Et on a au cours des siècles un certain nombre de visites qui sont faites par des experts et qui sont assez dramatiques à nos yeux. On parle de chiens crevés, de déchets de toutes sortes qui se trouvaient au bas de la pompe et qui risquaient de la boucher. Donc il y a en même temps une politique qui cherche à éviter la pollution de l'eau de Paris. Significatif de l'importance que les hommes attachaient à la qualité de l'eau de la Seine, c'est la politique qu'a eue la ville et le roi, l'évêque aussi, tout le monde est mêlé là-dedans, la politique de rejet des eaux parisiennes. C'est dès le XIIe siècle qu'on décide d'aménager un fossé qui emprunte l'ancien bras de la Seine, beaucoup plus au nord, puisque la Seine avait un méandre beaucoup plus important qui a été recoupé, et c'est ce qui est devenu l'égout de Paris qui a fonctionné du XIIe au XIXe siècle, avec bien sûr des modifications. Et le principe était donc de rejeter toutes les eaux
de pluie, puis ensuite les déchets, hein, d'expédier tout ça en aval de Paris, du côté de Chaillot. Ça a été une politique qui a été suivie, hein, puisqu'ensuite, ce sera le grand collecteur d'Asnières, puis ensuite, on ira acheter tout ça à Cher. On va toujours rejeter plus loin de l'agglomération, mais dès le XIIe siècle, cette idée vient à l'esprit des hommes et une réalisation se produit. L'idée était qu'on captait l'eau à l'amont des villes pour alimenter les villes en eau, et puis on rejetait les eaux à l'aval des villes, de façon justement à ce qu'il n'y ait pas de mélange entre l'eau propre et l'eau sale. Ceci dit, compte tenu de l'explosion urbaine du 19e siècle, eh bien, l'aval d'une ville est souvent l'amont d'une autre. Et donc c'est bien le problème qui se présente à cette époque-là. Ce qui a relativement épargné la Seine au XIXe siècle, en tout cas dans la première moitié du XIXe siècle, c'est la pollution d'origine humaine. Pour une raison très simple, qui est que il n'y a quasiment pas d'égouts dans Paris au début du XIXe siècle. Ça commence en 1860, quand les égouts de Haussmann commencent à se déverser. Haussmann, c'est le préfet qui gère l'urbanisme de Paris à l'époque. C'est Belgrand qui est l'ingénieur qui a construit et qui a conçu ce projet d'égout et d'alimentation également en eau potable à Paris. Et il va y avoir des changements du côté des eaux usées domestiques. Alors, à partir des années 1860, on va voir se développer la distribution d'eau à domicile, c'est-à-dire que l'eau qui jusque-là restait dans l'espace public va rentrer dans les maisons. Eh bien, une fois qu'on a de l'eau dans les maisons, on se pose un problème assez simple qui est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle a été utilisée. Et on va envisager, à partir des années 1860, de mettre en œuvre ce que l'on appelle le tout à l'égout, c'est-à-dire de raccorder les maisons aux égouts qui jusque-là ne servent qu'à l'espace public. Et ces eaux suivent donc le cours de la Seine, Saint-Denis, Argenteuil, Chatou, etc. Et au passage créent des pollutions. Mais ces pollutions ont augmenté imperceptiblement d'année en année à mesure que les raccordements augmentaient. Mais en 1860, dans les années 67-68, la pollution était très grave et commençait à être perçue et les gens se plaignaient. Maintenant, quels étaient les signes que les gens rencontraient, les signes de pollution de la Seine? Alors les premiers, c'était les chevaux qui voulaient plus boire de l'eau de Seine. Ensuite, c'était l'eau potable qui était desservie dans les villages autour de la région parisienne, donc autour de la zone polluée. Ces villages qui avaient des pompes, qui pompaient en Seine et qui alimentaient les fontaines publiques. Et bien les fontaines publiques, on ne pouvait plus faire la soupe avec, on ne pouvait plus, naturellement plus les boire, parce que ça sentait les matières fécales et l'urine. Et il y avait également les bateaux lavoirs qui se plaignaient qu'après lavage avec de l'eau de Seine, et bien, après séchage, le linge lavé sentait l'urine, sentait la pisse. Alors les pêcheurs se plaignaient parce qu'en été, les effectifs de poissons disparaissaient à la suite d'un orage, parce que chaque fois qu'il y avait un orage, il y avait entraînement des eaux d'égout encore plus fort, qu'il y avait curage des égouts par l'afflux des eaux de pluie. Ça faisait une pollution ponctuelle extrêmement forte qui entraînait la mortalité des poissons, donc l'effectif disparaissait. J'ai abordé l'histoire de la Seine, j'ai étudié l'histoire de la Seine en demandant au tableau des documents d'archives qui m'ont donné une indication sur la densité des habitations, sur ce qu'étaient les bords de Seine par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ce type d'information que je cherchais dedans. Et alors, les tableaux des impressionnistes représentent toujours en été, forcément l'été. Déjà, c'est un biais. Une rivière a une saison d'hiver et une saison d'été. Alors, on les représente toujours en été quand il y a du soleil. Donc le soleil, ça se réverbère, ça fait un peu de bleu, mais l'artiste l'intensifie, il met la couleur du bleu de sa palette, donc c'est jamais le même bleu. Et c'est toujours festif, puisque c'est fait pour être vendu, et c'est un moment agréable, donc c'est jamais sinistre.
Mais ça aurait pu. Il y a certaines poésies qui chantent la scène sinistre, une scène où il y a des morts, où il y a des suicidés, où il y a des pendus. Mais les impressionnistes n'ont pas peint ce type de scène. Ils n'ont peint qu'une scène joyeuse. Donc le mythe est né de là. Quand j'ai commencé à regarder les tableaux, ça m'a passionné de voir cette scène propre et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était pas ça et que le gouvernement donc lançait une étude pour faire le bilan et expliquer pourquoi la Seine était polluée, pourquoi tant de mécontentement. Et nous avons donc là, pour la première fois, des études sensationnelles. Donc nous sommes en 1874 et cet état va se prolonger dans sa gravité jusqu'en 1895. Donc vous voyez, 74, pendant 20 ans, absolument une scène épouvantable. Or, c'est la pleine saison des impressionnistes. C'est justement là, vous voyez, puisque, comme vous savez, le tableau de Renoir, le Déjeuner des Cagnottées, c'est 1880, et la grande époque de Manet-Argenteuil, c'est entre 75 et 83, 84. Alors, on est en pleine dans cette période. Donc le mythe de la scène propre, eh bien, il est confronté à une réalité qui n'est pas du tout la même. Tout n'a pas démarré au XXe siècle. Si on veut prendre l'état originel, le bon état, un peu rousseauien de la qualité de la Seine, il faut remonter après les glaciations à une époque où la forêt s'était installée sur l'ensemble du territoire. Alors l'eau forestière, c'est ça peut-être la référence absolue, un peu mythique, un peu mythologique. C'est pas ça qu'on veut non plus. Je veux dire, on ne veut pas vivre de chasse-cueillette dans la forêt. Bon, donc la première grande modification de cet espace, de l'aménagement de cet espace, c'est celui qui a eu lieu depuis le néolithique, mais qui a culminé au fond au Xe, XIIe siècle, et puis qui a perduré, je dirais, je vais mettre la fin de ma première époque là, à la fin du XVIIIe siècle. C'est le paysage rural traditionnel, une création de l'homme, même si c'est ce qu'on a un peu l'habitude de considérer comme l'état naturel, la nature, quand on va à la campagne, c'est ça qu'on voit, encore dans certains coins, ça nous paraît être la référence naturelle. Non, c'est une construction humaine du paysage, auquel correspond une certaine qualité de l'eau, qui n'est pas du tout la qualité naturelle, initiale, pristine, comme on dit maintenant. Ce qu'on entend par scène, chacun la voit d'une façon un peu différente. Le Parisien ordinaire, il voit évidemment la Seine sous ses yeux et il est intéressé par les 5 ou 10 kilomètres de Seine qu'il connaît. À l'opposé, pour le scientifique, la Seine, c'est comme un réseau de tout petits capillaires, les petits ruisseaux donnant les grandes rivières. Et la Seine, nous la voyons toujours dans un concept de bassin versant, c'est-à-dire de tous les petits ruisseaux qui conduisent à ce que nous avons ici. L'eau qui coule ici, dans la Seine à Paris, c'est l'eau de pluie qui est tombée sur un espace, c'est l'espace du bassin versant, en amont de Paris. Donc c'est l'eau qui est passée par Auxerre, Troyes, Châlons. C'est l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans les sols agricoles de toutes ces régions, de la Brie, de la Champagne, du Barrois, et qui a été de ruisseaux en grande rivière amenée jusqu'ici. Il faut que tous les gens se sentent concernés, et pas seulement ici en milieu urbain, mais qu'il y ait aussi une solidarité amont-aval entre tous les riverains de la Seine, depuis le Haut-Morvan jusqu'au Havre, jusqu'à l'estuaire. Et il faut qu'on comprenne que quand il y a des contaminations des poissons de l'estuaire ou des coquillages qu'on ne peut pas manger à Honfleur, eh bien, nous sommes aussi responsables indirectement ou directement de cet état des choses. Donc nous sommes tous solidaires de ce bassin qui comprend des dizaines de milliers de kilomètres de longueur de réseau fluvial. Ce n'est pas seulement la grande rivière que nous voyons ici. Alors, dire ça, c'est effectivement comprendre que
Ce qu'on appelle pollution, c'est simplement finalement la conséquence nécessaire de tous les processus qui se déroulent dans les sols du bassin versant, dans les stations d'épuration des villes du bassin versant, dans les cours d'eau du réseau hydrographique. Et c'est cela que nous voyons. La qualité de l'eau reflète la manière dont nous organisons la vie, l'activité humaine dans un espace régional. La pollution, elle est fonction bien sûr de deux choses. Du nombre des hommes et des bêtes, et d'autre part du développement industriel. Alors la pollution parisienne, on estime en gros que au début du règne de Philippe Auguste, vers 1180, il y avait à peu près 25 000 habitants à Paris. 40 ans plus tard, à la fin du règne de Philippe Auguste, la population a été multipliée par 2, environ 50 000 habitants. Et puis alors, le XIIIe siècle, le début du XIVe siècle, l'époque de Saint-Louis de Philippe le Bel, énorme croissance de la capitale de la France, premier pays du monde à l'époque, du monde occidental, dirons-nous, de la chrétienté occidentale, eh bien Paris connaît une croissance qui est sans égale dans son histoire, c'est-à-dire qu'on va passer de 50 000 à plus de 200 000 habitants. C'est quelque chose d'énorme, et l'évacuation des pollutions change peu, si ce n'est le début de l'égout qui va contourner la ville et amener au moins une partie des eaux de pluie, celle de la rive droite, du côté de Chaillot. Après le XIIIe siècle, la croissance de Paris connaît des hauts et des bas. Le XIVe siècle, c'est l'époque de la guerre de Cent Ans, de la peste noire, la population de Paris diminue, puis redémarre. Elle redémarre fin XVe, début XVIe. On est à 350 000 habitants environ au milieu du XVIe siècle. C'est à ce moment-là que se posent des problèmes d'approvisionnement en eau, d'égout à nouveau, et ça explique pourquoi c'est fin XVIe, début XVIIe qu'on va commencer à prendre d'une manière beaucoup plus efficace l'eau dans la Seine à Paris. Donc il y a une croissance de cette population. C'est à ce moment-là aussi qu'on commence dans les textes à sentir beaucoup mieux les problèmes de pollution. On y sera très sensible aussi au XVIIIe, c'est lié d'une part à une croissance sans doute de cette pollution, mais aussi à une évolution des connaissances scientifiques et de la perception du monde. La qualité de l'eau de la Seine, elle a toujours été un objet de souci par les Parisiens à partir du moment où on a des documents. Alors, très longtemps, on a évalué la qualité de l'eau à l'œil et au nez. On a essayé dès le XVIIIe siècle à savoir un peu ce qui faisait la qualité de l'eau par des analyses. Les premières analyses sont très sommaires. On se contente de faire évaporer l'eau par ébullition et de voir ce qui reste et d'analyser, de regarder un peu le précipité sec de l'eau. C'est une estimation grossière à nos yeux, mais il est probable que les analyses qu'on fait maintenant, dans un siècle, paraîtront tout aussi grossières. C'est une première démarche qui se fait au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On commence à avoir des textes, en particulier des textes scientifiques, qui dénoncent une augmentation de la pollution et une dégradation de la Seine plutôt à partir des années 1840, où là vraiment les chimistes, les hygiénistes disent qu'il faut vraiment faire quelque chose, et ce qui est pointé du doigt dans les années 1840, c'est en particulier la pollution industrielle. Paris a vu son activité industrielle se développer de façon tout à fait considérable, avec des rejets assez importants dans la Seine. Et puis il y a aussi du côté de l'artisanat des pollutions qui sont des pollutions par exemple par les métaux. Il y a des doreurs, des argenteurs à Paris, et tout ça, ça entraîne quand même des pollutions importantes, alors qu'on a du mal à évaluer, puisqu'à l'époque, ce sont des choses qui ne sont pas dosées, mais les récits que l'on peut lire et la description des activités artisanales laissent penser que les chimistes ont raison de s'inquiéter. Alors il y a en somme deux études qui attestent la pollution de la Seine dans l'époque historique, c'est-à-dire au
deuxième partie du 19e siècle, deux études très importantes, puisqu'elles vont fonder en France, en tout cas, la science de l'hydrologie des rivières. Alors, c'est l'étude de 1874, et elle montre que la Seine est extrêmement polluée. La rivière est sale, les accidents de poissons sont tout à fait réguliers, ce qui n'empêche pas qu'il y ait du canotage et qu'il y ait encore des métiers de la Seine, comme par exemple les bateaux lavoirs. Bien. Alors, et la deuxième étude, c'est 1880, qui a été commandée par le gouvernement suite à une année exceptionnellement terrible. C'est l'année de la puanteur, d'ailleurs, 1880, celle du fameux tableau de Renoir. Et cette étude montre, encore une fois, que elle confirme celle de 74, et elle montre même que d'une certaine façon c'est amplifié, parce qu'entre-temps le débit des eaux usées a augmenté à cause des raccordements. Bien. Alors là, on a donc deux piliers très solides pour casser le mythe de la Seine propre dans les années 1880-90, le fameux mythe des années heureuses du bon vieux temps. Donc là, on est vraiment dans une période de crise qui est liée finalement à un peu à la faillite de ce modèle. On prélève à l'amont, on rejette à l'aval, parce qu'on prélève tellement qu'il n'y a presque plus d'eau. Ce qu'on rejette contamine la Seine, et finalement, cela met en danger les prélèvements eux-mêmes. À partir de là, on va commencer à réfléchir à une série de solutions qui vont être déclinées en quelque sorte en 1929 par le schéma départemental d'assainissement de la Seine, qui introduit un certain nombre d'innovations. Alors, la première innovation, elle est contenue dans son nom, c'est qu'on va changer d'échelle. On va passer de l'échelle de Paris à l'échelle du département de la Seine, donc Paris plus les 80 communes qui l'environnent. Donc ça, c'est un peu la réponse au problème de l'essor de la banlieue. Deuxième forme de réponse, c'est la construction de ce que l'on appelle les barrages réservoirs. Ces barrages réservoirs ont pour objectif de soutenir l'étiage, c'est-à-dire de soutenir le niveau de la Seine lorsqu'il est au plus bas en été. La Seine, ce n'est pas le fleuve que l'on connaît maintenant. C'est un fleuve qui est beaucoup moins régulier. Il y a en particulier l'été des étiages très forts. Il n'y a presque plus d'eau dans la Seine. Et comme la quantité de produits rejetés dans la Seine ne change pas beaucoup l'été et l'hiver, la pollution est beaucoup plus forte, et en particulier des odeurs très nauséabondes empoisonnent le nez des Parisiens. Vous savez, la Seine à plan d'eau fixe, comme on la voit ici, comme on la voit déjà sur les tableaux des impressionnistes, avec les belles dames en crinoline qui se promènent sur les berges de la Seine ensoleillée. Cette Seine-là, c'est aussi une création de l'homme. Auparavant, on le voit très bien sur les tableaux anciens, on le voit aussi très bien sur les premiers documents photographiques qu'on a de la Seine au milieu du 19e siècle. La Seine en été, à bas débit, elle est réduite à un mince filet d'eau qui coule au milieu d'un lit à moitié sec, sur lequel on voit encore des bateaux lavoirs échoués sur le sable, où les lavandières essayent encore de nettoyer un peu le linge, tant bien que mal. Bon, c'était ça la Seine naturelle en été, avant ces travaux de construction d'écluses. Donc l'idée est relativement simple, on crée des barrages à l'amont de Paris. Ces barrages vont se remplir en hiver, et on va les vider en été, de façon à ce que le niveau de la Seine soit suffisamment important, avec deux objectifs. Premièrement, de permettre la navigation estivale, et deuxièmement, de diluer la pollution. Enfin, troisième élément dans ce schéma départemental, c'est la réalisation de stations d'épuration, et en particulier le grand projet de la station d'épuration d'Achères, c'est-à-dire qu'on va complètement changer de système, et on va passer à l'idée d'une station d'épuration. Elle est mise en service en 1940, donc à Achères, c'est la première tranche, c'est une très grosse station d'épuration.
Elle va, dans un premier temps, permettre d'absorber en quelque sorte le surcroît d'eau usée, mais ce ne sera pas suffisant. Et en fait, on va rentrer à partir des années 1940, on y était déjà rentré dans les années 20 et surtout dans les années 30, dans la période la plus noire pour la Seine, qui dure jusqu'aux années 1970. C'est-à-dire qu'on est dans une période où la pollution industrielle, donc, comme je l'ai déjà dit, continue à augmenter, et où on a beau avoir une station d'épuration, c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il y a à traiter. Donc finalement, on traite très peu des eaux usées, et là, la Seine va vraiment se dégrader d'une façon tout à fait importante. Tant bien que mal avec quand même les améliorations du traitement des eaux usées. On maintient une qualité assez dégradée d'ailleurs jusqu'en 1950. Entre-temps, la population de Paris est passée de 500 000 habitants à la fin du XVIIIe à 1950, 4 millions d'habitants. Et puis ça s'emballe encore. La population en 20 ans augmente jusqu'à 10 millions d'habitants. De 1950 à 1970-80, plus d'un doublement de la population de Paris et des grandes villes. Les campagnes se vident, les villes se remplissent à un rythme énorme. À un rythme auquel, précisément, la mise en place de systèmes d'épuration des eaux usées urbaines ne peut pas suivre. Et donc on a là le moment culminant de la pollution domestique, de la pollution urbaine, donc, avec une dégradation terrible de l'eau en aval de Paris. Progressivement, les autres fonctions qu'on pourrait qualifier de sociales ou de ludiques ou de récréatives ont régressé, tout simplement parce que ces cours d'eau se dégradant, leur voisinage n'était pas très agréable. La Seine, dans les années 60, moussait couramment. Enfin, c'était un spectacle qui n'était pas, encore une fois, très agréable. On voyait aussi fréquemment des centaines, si ce n'est des milliers de poissons morts à la surface de l'eau. Donc ça n'incite pas tellement à se tourner vers le fleuve. J'ai fait ma carrière chez les sapeurs-pompiers de Paris. Et comme vous savez, dans les missions des pompiers, on travaille beaucoup au bord de l'eau, dans les cas de pollution, les recherches de noyés, tout ça. Et je me rappelle mes premiers bains de Seine, si je peux dire. C'était un magma gluant qu'il y avait sur le fond, pas très ragoûtant. C'était pas l'image idyllique. La Seine, c'était un collecteur, un égout à ciel ouvert, quoi. Et tout ce qu'on ne voulait plus, on le mettait dedans. Pour vous dire, il restait 4 espèces de poissons. Et encore à l'aval immédiat des barrages, parce c'était le seul endroit où il restait un peu d'oxygène. Le fleuve était stérile. Et cela d'autant plus que, dans ce même temps, dans ces mêmes 30 années, je dirais, à partir de 1950, l'agriculture connaît un bouleversement tout à fait sans précédent. On a utilisé des doses massives d'engrais et là, on a par lessivage des apports à la Seine importants de nitrates, de phosphates notamment, et de pesticides, puisqu'on a aussi développé l'utilisation des pesticides. On est arrivé à un moment en France où c'est pas seulement la Seine, c'est l'ensemble des cours d'eau français est en très très mauvais état, est extrêmement pollué, et on commence à se dire qu'on ne va plus pouvoir produire d'eau potable. Donc, si on veut pouvoir produire de l'eau potable, on a beau améliorer les techniques de production, etc. On se dit, bon, il faut à réduire la pollution à la source, donc il faut arriver à assainir mieux les villes en particulier et les industries. En 1964, une très importante loi est votée en France, qu'on appelle la loi sur l'eau. Cette loi contient tout un grand nombre de dispositions, mais
En tout cas, elle est basée sur l'idée sur laquelle il faut protéger la ressource. Et c'est à partir de là que vont être développés des grands programmes d'assainissement qui concernent à la fois les villes et l'industrie. Je suis arrivé, disons, tout au début 70, et à l'époque, il n'y avait aucune analyse qui était faite, vraiment des analyses, tout ce qu'il y avait de plus simple sur la qualité. Et en 5 ans, on est passé du milligramme par litre détecté dans l'eau au nanogramme par litre, c'est-à-dire le milliardième de gramme par litre, avec des techniques qui ont évolué. C'est vraiment à cette époque-là qu'on a pris conscience de la pollution, puisque avant, la Seine était polluée, mais personne ne le savait, ou du moins on voyait que des poissons morts, que des effets. C'est lorsqu'on a eu la mise en place d'analyses qu'on a vu les pollutions, et en particulier les pollutions accidentelles. Par la taxation, mais aussi par la subvention et par la collaboration avec les industriels, on va faire en sorte que les industriels limitent leur rejet. Donc là, on va voir la capacité d'épuration, par exemple, pour l'agglomération parisienne, qui va augmenter à partir des années 70, avec la mise en service des nouvelles tranches d'Acher, mais aussi avec la mise en service de nouvelles stations d'épuration, en particulier un peu plus tard la station d'épuration de Valenton, et puis beaucoup plus près de nous, la station d'épuration de Colombes. Il y a aussi un autre facteur qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'à partir des années 1970, on est dans une phase de désindustrialisation. Par conséquent, les rejets industriels, de fait, diminuent. L'urbanisation galopante, l'industrialisation qui a caractérisé le XXe siècle, tout simplement, a conduit à ce que le rapport direct à l'eau disparaisse un petit peu. Surtout avec l'interdiction de la baignade au milieu du siècle dernier, les gens ont perdu l'habitude de venir au bord de l'eau. Alors il reste une mémoire collective un peu diffuse, assez forte, l'esprit des guinguettes par exemple. Mais pour autant, quand on regarde la réalité du rapport des gens à l'eau, il a disparu. Je dirais que l'eau a disparu du champ de vision. Alors ça a commencé à changer à partir des années 1970 aussi, où on a commencé à avoir une nouvelle thématique émerger, qui est la thématique de l'eau dans la ville. C'est-à-dire que sous l'impulsion en fait, du début des courants environnementalistes, on commence à dire mais finalement l'eau ça fait partie du paysage urbain. L'eau c'est à la fois un élément esthétique mais c'est aussi un élément d'amélioration du climat urbain. Donc ce qu'il faudrait c'est redécouvrir l'eau. Mais d'ailleurs il y a même un programme qui s'est appelé comme ça dans les années 1980 si je me souviens bien, qui s'appelait Des villes redécouvrent l'eau. Et à partir de là on voit se développer à la fois peut-être une nouvelle demande sociale qui est mais oui, nous on aimerait bien pouvoir profiter de cette eau, pouvoir voir cette eau. Et puis des aménageurs, des urbanistes qui commencent à dire il faut que l'eau soit aussi une partie de l'aménagement et ne soit pas seulement un moyen de transport, que ce soit un transport d'eau sale ou un transport de marchandises. On veut faire revenir l'eau dans le champ de vision, refaire exister nos fleuves et nos rivières dans le regard des gens et à partir de là, construire avec eux un autre rapport, permettre à chacun de s'approprier des questions aussi importantes que le devenir de ces berges, la place qu'il faut consacrer à l'accès du public, au sport nautique, qu'il faut maintenir aussi pour l'activité économique et industrielle qui est aussi importante, mais permettre à chacun de se réapproprier la question de l'usage qu'on fait de nos fleuves, de la qualité des eaux de nos rivières, pour que chacun se sente à la fois redevable et en droit de dire son mot sur ces questions qui sont essentielles. Des manifestations comme le Festival de l'eau et Paris-Plage permettent à tous les citoyens, à tous les gens, tous les riverains de se réapproprier un petit peu les rives de la Seine et de faire mieux connaissance avec la Seine, avec ce fleuve qui était jusqu'à il y a 100, 150 ans
complètement intégré à la vie de tout le monde, puisque tout le monde utilisait la Seine soit pour circuler, les transports étaient fluviaux, soit pour la circulation des marchandises, soit de façon ludique. On se rappelle évidemment de la baignade à la Grande Jatte de Seurat ou des impressionnistes dans les guinguettes. Et nous avons perdu ce lien depuis une centaine d'années. Et ce lien se rétablit maintenant, et ça c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Les déversements donc, de Seine commencent en 1860 et vont se prolonger tout le temps, pendant la fin du 19e siècle et pratiquement tout le 20e siècle, jusqu'en 1980, où les derniers déversements d'eau brute en Seine cesseront avec les dernières extensions de la station d'épuration d'Achères. Donc, pour faire court, 1860-1980, déversement d'eau brute en Seine. Et aujourd'hui, on ne voit plus de flottants. C'est à cause des systèmes de protection en surface. Magnifique réalisation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il n'y ait plus de déversements, ou certainement beaucoup moins de déversements sauvages dans Paris déjà, et après Paris. Et le fait que toutes les eaux soient traitées pour la plupart à Achères, les eaux usées soient traitées à Achères et maintenant à Colombes. Alors le résultat est sensationnel. Alors effectivement, on pense tout de suite au poisson, à la faune piscicole, qui effectivement s'est bien améliorée en liaison avec la qualité de l'eau. Les secteurs où il y avait une très mauvaise qualité dans les années 70, notamment en Seine-Aval, se sont même recolonisés. Il y avait des endroits où il restait 3 ou 4 espèces de poissons, maintenant il y en a une douzaine. Ça veut dire que ça s'est bien amélioré grâce à la qualité de l'eau. Et normalement, il n'y a plus aucun obstacle à ce que n'importe quel poisson vive dans la Seine, si on ne prend que l'aspect qualité de l'eau. Alors il faut voir aujourd'hui quand même que de 4 espèces, je vous ai parlé des espèces de poissons, aujourd'hui au dernier recensement, nous sommes à 32 espèces courantes, pratiquement courantes dans la Seine, dont disons on va dire 34 espèces aujourd'hui recensées et il y en a 28 courantes. C'est-à-dire qu'on trouve, ou on peut dire que c'est des espèces présentes, puisqu'elles vivent, elles se reproduisent et tout. Mais de toute façon, bien comprendre que l'eau de Seine ne reviendra jamais à la qualité de l'eau avant 1850, pour la raison que l'eau qui arrive à Paris a déjà un parcours bien en amont, et que pendant son parcours, cette eau reçoit des déversements d'eau épurée de stations d'épuration, par exemple. Donc, l'eau qui arrive à Paris, eh bien, on va dire qu'elle n'est pas polluée en traversant Paris, mais elle n'est pas d'une très belle qualité parce qu'elle est déjà un petit peu polluée en amont. Il faut changer le regard qu'on porte sur ces rivières, c'est important. Il faut continuer à faire des efforts pour que la qualité des eaux s'améliore. Je ne sais pas si on arrivera à regagner rapidement le droit de se baigner dans ces lieux, mais en tout cas, on y travaille. Le désir grandit de plus en plus de ça. Par exemple, dans les propositions formulées par les enfants, de plus en plus vient la question de la baignade. Et c'est vrai que chaque fois que des enfants découvrent des images d'archives, cette ambiance de plage qu'il y avait à Champigny, à Joinville, mais aussi sur la Seine, à Orly, à Ivry et Vitry, les enfants se disent mais il faut qu'on ait le droit nous aussi un jour d'y retourner, quoi. Il est clair, je peux vous l'affirmer, que ni en 1920 ni en 1895, la Seine n'était baignable au sens des normes actuelles de baignabilité. Ces normes n'existaient pas avant l'Europe et donc les gens ne se préoccupaient pas beaucoup de cela et se baignaient. Il y a des photographies des années 20 où on voit des gens se baigner dans l'eau. Il y a évidemment les tableaux des impressionnistes ou les gravures de l'époque où on voyait la grenouillère, les gens en aval de Paris, là tout près du rejet de Clichy, qui se baignaient avec des lys dans ces eaux-là. Pourtant, la Seine, c'est un lieu où les hommes se sont, on peut dire, toujours baignés. Alors des traces de ces baignades sont assez rares. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez commun, quelque chose qui ne méritait pas qu'on s'y arrête. Alors, qu'est-ce qui nous donne comme signe écrit pour l'époque médiévale
ces bains, c'est les interdictions. Les interdictions de se baigner. Alors, j'en ai repéré 2 ou 3 assez intéressantes. Une pendant la guerre de 100 ans, à l'époque où les Armagnacs dominaient Paris, dans cette époque horrible où les Français étaient divisés en 2 camps et s'entretuaient, les Armagnacs dominant Paris ont interdit les bains pour qu'ils ne risquent pas qu'un espion parte à la nage prévenir les Bourguignons situés en aval. Donc on interdit la baignade pour des raisons d'ordre militaire, ce qui prouve que la baignade était quand même quelque chose d'assez fréquent. Puis alors, plus proche de nos préoccupations, sous le règne de Louis XI, je crois que c'est en 1465, les baignades dans la Seine ont été interdites pour des raisons sécuritaires. Il y avait eu des loyers et donc on a interdit de se baigner dans la Seine. Je ne crois pas que ça ait eu une grande influence sur le comportement des Parisiens, puisqu'à l'époque, la police était beaucoup moins présente que de nos jours. Alors, la baignade en Seine est interdite dans Paris, et cela depuis une ordonnance du préfet de 1923. Alors, les risques sont de 2 ordres. D'abord, sur le plan de la sécurité, parce que la Seine, c'est un fleuve qui est navigable, donc il y a beaucoup de navigation. Donc tout ça, ça fait qu'on imagine mal une cohabitation pacifique entre des baigneurs et des bateaux. Ça, c'est pour le plan de la sécurité corporelle. Et ensuite, bon, la Seine, c'est aussi interdit de se baigner pour une raison sanitaire, hein, parce que faut savoir que nous y baignons tous les jours, enfin on s'y baigne, on y travaille tous les jours, mais on est vacciné, on est protégé, et on ne peut pas assurer à qui que ce soit que la baignade en Seine, on risque rien. Donc c'est pas la peine de courir des risques sur le plan sanitaire. Et le premier risque, c'est quand même un risque au niveau de la navigation. D'un point de vue chimique, la qualité de l'eau est tout à fait bonne pour la baignade. Il n'y a aucun problème. C'est d'un point de vue microbiologique que c'est pas bon. Parce que ce sont les microbes qui sont éventuellement pathogènes pour la santé, enfin mauvais pour la santé, qui sont présents dans l'eau. Et c'est ça qui interdit la baignade en fait. Si on veut parler de la baignade, la principale cause qui fait que l'on ne peut pas se baigner en Seine, c'est la pollution microbiologique. Les eaux de surface contiennent de nombreux micro-organismes, des bactéries, des virus, des protozoaires. Parmi ceux-ci, la plupart sont inoffensifs, mais il existe parmi ces micro-organismes des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent rendre l'homme malade. L'origine essentielle de ces micro-organismes pathogènes, c'est le tube digestif des animaux à sang chaud et des êtres humains. Donc ces micro-organismes se retrouvent dans les rivières via les apports d'eau usée ou bien le lessivage des sols agricoles. Et la voie de contamination, c'est ce qu'on appelle la voie de contamination féco-orale, c'est-à-dire que les gens peuvent être malades par consommation de cette eau, évidemment, mais aussi lors d'activités récréatives comme la baignade. Nous, en tant que policiers, nous sommes vaccinés parce que, bien sûr, nos missions, ce sont d'abord des missions de policiers, à savoir des contrôles de navigation comme tous les policiers terrestres, on va dire. Mais également, nous sommes plongeurs parce que nous faisons des missions de police judiciaire. Nous cherchons des armes, des corps, des voitures. Et en tant que secouristes, nous sommes aussi amenés à plonger pour repêcher des personnes qui auraient sauté, soit par accident, par suicide, en état d'ivresse. Donc pour ça, nous sommes souvent en contact de l'eau, évidemment. Moi, en 8 ans d'affectation à la baignade fluviale, je n'ai jamais constaté chez mes policiers d'affectation cutanée, respiratoire due à l'eau. Bon, évidemment, nous sommes protégés, mais en même temps, il n'y a jamais eu, quelque risque que ce soit pour l'instant, même si nous sommes souvent dans l'eau. Disons que en fait aujourd'hui dans la Seine réglementairement il est interdit de se baigner, c'est pas une zone de baignade, il n'y a pas d'arrêté préfectoral qui permet de se baigner, en effet pour des raisons aussi de sécurité. Maintenant je dirais qu'à titre personnel et pour connaître les analyses qui sont faites dans la Seine, il y a des jours et des endroits où elle serait de qualité baignable et puis des jours où elle ne le serait pas. Ça ne permet pas de donner une autorisation de baignade. Je dirais que ça arrive à un certain nombre de gens de s'immerger dans la Seine régulièrement au cours d'activités nautiques. Ils ne développent pas spécifiquement de gastro-entérite ou autre. Bon, si vous allez vous baigner tous les jours, il est certain que vous rencontrerez plus facilement ce type de problème parce qu'il y a une charge bactérienne malgré tout, certains jours de l'année, plus que d'autres.
Depuis en gros 150 ans, je commence à comprendre l'évolution de la Seine, de sa pollution, l'histoire de sa pollution, l'histoire de sa rédemption, c'est-à-dire des maîtrises. Mais pour maîtriser un phénomène aussi puissant que la pollution, il a fallu longtemps pour le comprendre. Et puis, une fois qu'on l'a compris, il a fallu longtemps pour le réaliser. Aujourd'hui, nous sommes contemporains d'une situation qui est bien meilleure, mais nous ne sommes que contemporains, c'est-à-dire qu'on n'a pas le recul pour comprendre la vraie situation aujourd'hui. Il nous faudra 20 ans prochains pour comprendre réellement ce que nous faisons aujourd'hui. Bien. Mais avec la méthode historique, nous savons qu'il y a un perfectionnement possible, et c'est ça qui nous fait dire, à moi mais à d'autres, hein, que pour que la Seine soit plus propre, eh bien, il faudra relever encore les normes de rejet. Il faudra aller encore plus loin, certainement payer beaucoup plus cher, mais ça nous semble indispensable. Pas seulement pour des raisons esthétiques, pas seulement pour qu'on aille se rebaigner dans la Seine pour jouer avec les têtards, mais c'est pour la recycler, pour pouvoir la recycler, parce que c'est une nécessité. Vouloir se baigner à tout prix dans une rivière, ce n'est pas primordial. On peut traiter l'eau et bien sûr on paiera un peu plus cher. Par contre, il y a des usages qui sont des usages très importants de l'eau, l'usage eau potable, l'usage irrigation des cultures maraîchères, où là le risque sanitaire est important, beaucoup plus que la baignade, parce qu'on peut ne pas se baigner, hein, pas prendre... c'est un loisir, hein, la baignade. Par contre, on ne peut pas se passer d'eau potable. Pour l'ensemble de l'agglomération parisienne, pas loin des 3/4 de l'eau potable, de l'eau du robinet, de l'eau de distribution, provient d'eau de surface, effectivement. Ah, donc c'est la source majeure. À Paris, ville, c'est un peu moins, mais c'est considérable pour la banlieue. Et donc, oui, on boit l'eau de la Seine. Et c'est très bien qu'on boive l'eau de la Seine. Ça crée un lien de plus entre le citoyen et le milieu hydrographique, donc l'ensemble de la gestion, encore une fois, du paysage dans le bassin versant. Le jour où on ne boira plus l'eau du robinet, qu'on ira s'approvisionner en eau aliment au supermarché dans des bouteilles, du Coca-Cola sans cola et sans coca, hein, de l'eau reconstituée, ou simplement transportée sur de longues distances, on aura perdu une bataille démocratique importante, parce qu'on aura perdu une ressource, on aura perdu un lien, et ça c'est dommage. Donc moi je milite effectivement pour qu'on continue ce choix très exigeant sur le plan technique, de faire de l'eau du robinet une eau potable, un aliment. Voilà. Et surtout, pas ici, puisqu'on a la chance d'avoir un climat tempéré, mais il y a certains pays où les seules sources pérennes d'eau sont les eaux usées réutilisées. C'est la raison pour laquelle la qualité des eaux de l'alimentation est quand même beaucoup plus importante. Donc je crois que les efforts, la baignade pour moi c'est plus un slogan qui permet de dire si je peux me baigner c'est que l'eau est purée, mais moi je crois c'est que l'objectif c'est de dire il faut que toutes les eaux puissent être potabilisées de façon simple. Parce que là aussi on pourrait faire de l'eau potable à partir de n'importe quelle eau en mettant le prix, mais je crois que l'objectif c'est d'avoir à un prix acceptable une eau de surface qui puisse être potabilisée. L'eau apparaît de plus en plus comme un problème majeur dans le monde. On s'est rendu compte, et c'est pas né ici en France ou en Île-de-France, c'est né d'abord dans les pays qui en souffrent le plus. On s'est rendu compte que l'eau était probablement devenue l'un des enjeux majeurs de notre époque. Un tiers de l'humanité n'a pas accès à l'eau potable, ça fait 1,5 milliard d'êtres humains. Les 2/3 de l'humanité n'ont pas d'accès à des systèmes d'assainissement corrects, et c'est source de maladies. Un lit d'hôpital sur 4 dans le monde est occupé par des gens qui sont malades de maladies hydriques parce que l'eau est sale. Et donc je pense qu'il y a eu une interpellation majeure de toute la communauté internationale par ces populations qui sont en souffrance par rapport à l'eau. Et donc c'est intervenu
à partir des années 1990. Et donc, c'est affirmé de plus en plus le fait qu'il fallait agir pour l'eau. Est-ce que je me baignerai dans la Seine? La réponse est compliquée. Si vous me garantissez qu'il n'y a pas de flics à proximité, je me baignerai pas tous les jours, parce que l'hiver c'est froid, mais par beau temps, vraiment oui. Hein. Mais je me demande si la Seine est plus polluée que certaines plages au bord de la mer. Actuellement, je crois que le président de la République pourrait tenir sa promesse quand il s'est présenté à la mairie de Paris disant qu'il voudrait un jour se baigner dans la Seine. Il est peut-être atteint par la limite d'âge. Est-ce que je me baignerai dans la Seine là, aujourd'hui? Ah, en Île-de-France, oui. Moi, j'aimerais bien. Dans la Marne, ça, certainement, ou dans la Seine vers Fontainebleau, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème à certaines périodes de l'année. Et je pense qu'on pourrait tout à fait organiser ça. Ça montrerait aux gens que le milieu a été bien récupéré. Je me suis baigné dans des eaux plus sales. Très bien. Oh, moi j'aimerais bien, par temps chaud, oui. Oui, je me baignerais bien parce que je sais à peu près ce qu'il y a. Je suis bien conscient qu'il y a des bactéries fécales encore que beaucoup moins qu'avant. Je me baignerais ici, oui, parfaitement. Je me baignerais peut-être pas en aval d'Achères. Ici, je me baignerais. Il faut savoir aussi qu'à mon âge, on risque plus rien. On a tellement touché d'excréments que... mais est-ce que je le ferais faire à un petit enfant, à mes petits-enfants? Est-ce que je le ferais? Je sais pas, j'ai encore le mythe peut-être le respect un peu trop fort des normes. Mais je les ferai jouer. Non, voilà, baigner, non, parce que j'aurais peur de l'ingestion par voie buccale de l'eau. Et peut-être que pour un enfant, j'aimerais pas qu'il attrape une gastroentérite. Voilà, j'en aurais peur de ça. Mais qu'il joue avec des têtards dans la Seine ici, alors là, je serais tout à fait partisan. Et j'irais en mettre, j'irais même patauger avec lui. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais pour un adulte, et bien sûr pour un vieillard, pas de problème. Et pour faire comme Mao Tse-tung qui traversait le Yangtze à la nage, je vois aucun risque pour nos présidents.